Monsieur le Président, c'est moi qui suis censé débuter. Merci, merci pour votre, votre tolérance. Il faut juste le temps de se connecter. Bonjour à toutes et à tous. Et avant d'entamer effectivement l'introduction, je souhaitais remercier notre agent de l'Assemblée nationale qui a fourni un travail conséquent et qui a été très présent à nos côtés. Merci à vous, Monsieur Haoui, pour le travail fourni. Donc, Monsieur Larive et moi-même concluons ce matin les travaux que nous avons réalisés en tant que co-rapporteurs de la mission Flash relative à la déclinaison territoriale de l'Agence nationale du sport. Nous devons d'abord apporter une précision. À proprement parler, l'Agence nationale du sport ne possède pas de déclinaison territoriale. Effectivement, au terme du décret du 6 août 2020, elle dispose d'un délégué territorial en la personne du représentant de l'État dans la région. L'agence s'appuie sur les services déconcentrés de l'État, singulièrement les services préfectoraux et les délégations régionales académiques à la jeunesse, à l'engagement et au sport, c'est-à-dire la DRAGES. Dès lors, l'enjeu de la mission Flash consiste à évaluer l'installation et le fonctionnement des nouvelles conférences régionales du sport, des conférences des financeurs, ainsi que l'établissement des projets sportifs territoriaux et des contrats pluriannuels de financement. Bien. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'associe aussi à Bertrand pour remercier l'administrateur qui nous a accompagnés dans cette mission. Alors, pour ce que disait Bertrand, mais pour ce faire, nous avons recueilli l'expérience et l'analyse de l'ensemble des parties prenantes de cette nouvelle forme de gouvernance dans le cadre de nombreuses auditions réalisées à l'Assemblée nationale et dans les départements de l'Ariège et de la Manche, où, je vous rappelle, il y a le Mont-Saint-Michel. Il en ressort que dans son principe, l'architecture établie par la loi du 1er août 2019 suscite un certain intérêt de la majorité des auditionnés. La plupart y voient la perspective d'une intégration de l'ensemble des acteurs publics et privés concernés et intéressés par le sport, mais pour autant, cette gouvernance suscite des interrogations sur le plan de leur représentativité et de leurs compétences, voire des craintes de nouvelles lourdeurs administratives, et nous l'avons mesuré tant auprès des milieux sportifs que des élus locaux. Pour autant, sur un plan opérationnel, un bilan définitif s'avère en revanche prématuré au regard justement de ces deux constats. Donc, premier constat, la nouvelle gouvernance territoriale du sport demeure encore à l'état embryonnaire. Depuis sa création, en effet, en avril 2019, l'ANS tend à s'imposer comme l'opérateur incontournable de la mise en œuvre de la politique sportive. Dans le cadre des dernières lois de finances initiales, elle a bénéficié d'un relèvement de son plafond d'emploi ainsi que de ses ressources financières. Il importe en effet de veiller à toujours dégager les moyens nécessaires à une politique sportive conséquente et à un accompagnement au plus près du terrain. Dans une large mesure cependant, le fonctionnement de l'ANS paraît atteindre aujourd'hui un rythme de croisière. Il s'appuie notamment sur la formalisation d'une convention d'objectifs et de moyens dont il convient de mesurer les tenants et les aboutissants. Cette affirmation de l'ANS contraste assez singulièrement avec l'état de la nouvelle gouvernance territoriale du sport. Cette nouvelle gouvernance territoriale procède aujourd'hui des dispositions de la loi du 1er août 2019 portant création de l'ANS, précisée par un décret du 20 octobre 2020. Ces textes établissent un cadre harmonisé applicable à l'ensemble des régions métropolitaines, à la collectivité de Corse, ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. Elle repose sur des instances pérennes et des mécanismes de coopération renforcés. Les instances pérennes, ce sont les conférences régionales du sport. Ces conférences comprennent 4 collèges. Chacun accueille les représentants des 4 acteurs de la nouvelle gouvernance du sport. En cela, les conférences s'inscrivent dans une logique analogue à celle qui détermine la marche de l'Agence nationale du sport. Tout d'abord, premier collège, celui des représentants de l'État. Il rassemble les responsables des principaux réseaux des services déconcentrés, susceptibles d'intervenir dans la mise en œuvre d'une politique sportive à l'échelle locale. Il s'agit notamment du préfet de région, du recteur d'académie, du directeur de l'ARS. Ensuite, le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. En troisième lieu, le collège des représentants du mouvement sportif, et en son sein, y siègent des personnes désignées afin d'assurer la représentation des comités olympiques,
des fédérations sportives, ainsi que de l'Association nationale des ligues de sport professionnel. Enfin, le Code du sport prévoit un collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique. Ce vocable désigne principalement les organisations représentatives d'employeurs et les associations regroupant des opérateurs significatifs de l'économie du sport prises au sens large. Les membres des conférences régionales, à l'exclusion des représentants de l'État, exercent un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Les conférences élisent en leur sein, lors de leur première réunion plénière, dans les mêmes conditions et pour une même durée, un président et 2 vice-présidents. Le Code du sport assigne aux conférences régionales 2 prérogatives essentielles. La première, celle d'établir un projet sportif territorial sur la base d'un diagnostic en cohérence avec les orientations nationales qui figurent dans les conventions d'objectifs entre l'État et l'ANS. Et la seconde prérogative, instituer une ou plusieurs conférences des financeurs en vue de la conclusion de contrats pluriannuels d'orientation et de financement susceptibles de contribuer à la réalisation des projets sportifs territoriaux. Alors, les conférences des financeurs peuvent être considérées comme l'instrument de coopération opérationnelle de la gouvernance territoriale du sport. Leur création relève du choix discrétionnaire des conférences régionales du sport. En revanche, leur organisation et leur fonctionnement obéissent à des règles proches de celles fixées par le Code du sport pour ces instances. Ainsi, la structure des conférences des financeurs comporte 4 collèges, dont la composition reproduit quasi à l'identique celle des collèges des conférences régionales du sport. En outre, les mêmes règles s'appliquent en ce qui concerne les procédures de désignation, et pas de résignation, lapsus non révélateur, la durée des mandats des membres, les pouvoirs des présidents. En revanche, l'effectif des conférences des financeurs se révèle un peu plus restreint. Surtout, les présidents des conférences des financeurs sont élus sur proposition du collège des représentants des collectivités territoriales. Alors, à quoi servent les conférences des financeurs? Elles participent à la réalisation des projets sportifs territoriaux par le biais de contrats pluriannuels de financement que leurs membres peuvent conclure à cette fin. Les contrats constituent donc la traduction et l'aboutissement des projets sportifs territoriaux et les conférences des financeurs interviennent à 2 titres. D'une part, elles examinent et rendent un avis sur les projets faisant l'objet d'un contrat pluriannuel. Elles se prononcent sur la conformité aux orientations définies par le projet sportif territorial concerné. Et d'autre part, elles identifient les ressources humaines et financières et les moyens matériels que les membres de la conférence lui indiquent être susceptibles d'être mobilisés dans la limite des budgets annuels en vue d'un contrat d'orientation et de financement. Cela étant, le déploiement de la gouvernance territoriale du sport a été tardif et disparate suivant les régions. À l'échelle du territoire national, 2 raisons expliquent cette gouvernance territoriale, que cette gouvernance territoriale reste encore très largement au stade d'ébauche. D'une part, l'installation des conférences régionales a été différée. De fait de leur mise en place, qui ne remonte qu'au début de l'année, elles revêtent un caractère progressif, même si le calendrier d'installation semble connaître depuis quelques semaines une relative accélération. À ce jour, on dénombre 8 conférences régionales du sport. Je vous renvoie à notre communication pour en connaître la liste. D'après les informations communiquées par l'Agence nationale du sport et les DRAGES, le calendrier actuel prévoit, dans les semaines à venir, la tenue de premières réunions plénières des conférences régionales du sport en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Normandie. Ça, c'est prévu en mai. En revanche, on ne connaît pas la date d'installation des conférences régionales du sport en Corse, en Île-de-France, en Occitanie, en Guadeloupe et à La Réunion. Dans les faits, la mise en place des conférences régionales du sport a pu se heurter à 3 obstacles. Le premier obstacle, c'est la longueur des délais d'élaboration du cadre réglementaire applicable. Le décret relatif aux conférences régionales du sport et aux conférences des financeurs du sport ne date que du 20 octobre 2020. L'existence d'un tel décalage entre la promulgation de la loi et la publication du décret résulte de nombreuses concertations ainsi
que d'échanges assez nourris entre les services afin de déférer aux recommandations du Conseil d'État. Alors, notre proposition, c'est que dès lors, nous appelons le gouvernement à assurer la publication en temps opportun de l'ensemble des textes réglementaires nécessaires au bon fonctionnement des conférences régionales du sport et des conférences des financeurs. Cette nécessité vaut en particulier pour les collectivités d'outre-mer. En ce qui concerne Mayotte, Guyane, la Martinique, Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, la composition des conférences régionales du sport exige un arrêté conjoint du ministre chargé du sport et du ministre chargé des Outre-mer. Selon nos informations, il devrait être signé prochainement. Par ailleurs, la direction des sports signale le besoin d'assurer la compatibilité du dispositif législatif avec les principes de la loi organique relative au statut de la Polynésie française. Selon son analyse, il importe également de tenir compte des enjeux entourant l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. D'où notre proposition d'assurer l'adaptation du dispositif des conférences régionales du sport et des conférences des financeurs aux spécificités juridiques de l'outre-mer. L'impact de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19 représente, à l'évidence, le second obstacle majeur. En pratique, les restrictions de déplacement et de rassemblement destinées à prévenir les contagions ont pu justifier d'un rapport de l'installation des conférences régionales initialement programmées au dernier trimestre 2020. L'épidémie a pu affecter la fréquence des réunions des ligues et des comités et en conséquence rendre plus difficile la diffusion des informations nécessaires au lancement du nouveau dispositif. Il a été signalé que l'épidémie constituait un facteur de paralysie à Mayotte notamment. Le contexte sanitaire pèse encore aujourd'hui sur la tenue des réunions plénières initiales, contraint de recourir à la visioconférence. En outre, face aux effets dévastateurs de la crise sanitaire, la mise en place de ces nouvelles instances ne faisait pas nécessairement partie des priorités des préoccupations immédiates. Ceci explique sans doute en partie le temps mis par les services préfectoraux, les collectivités territoriales et le mouvement sportif à engager les procédures de désignation et appel à candidature. Un dernier élément de contexte réside dans le poids des échéances électorales et des dynamiques internes. Nos travaux montrent que la perspective du renouvellement des mandats parmi les acteurs partie prenante de la nouvelle gouvernance territoriale du sport peut avoir suscité chez certains d'entre eux un relatif attentisme. Nombre de responsables auditionnés ont souligné devant nous la difficulté ou la réticence des collectivités à pourvoir les sièges attribués à la veille des scrutins départementaux et régionaux. Beaucoup affirment l'impossibilité d'assumer des fonctions au sein des conférences régionales du sport sans disposer d'un mandat électif les habilitant à représenter valablement les autorités qui les nomment. Alors, on ne peut écarter une attitude similaire au sein des mouvements sportifs alors que les instances fédérales et les comités olympiques se trouvent engagés en ce moment dans le renouvellement de leurs instances nationales et locales depuis 2020. S'agissant du milieu économique, nous ne disposons pas d'une vision suffisamment exhaustive pour caractériser des retards dans la désignation des représentants à l'échelle du territoire national. Néanmoins, les propos que nous avons recueillis donnent à penser que le nombre de candidatures a été parfois restreint au lancement des procédures. D'autre part, et dans ces conditions, les travaux ont été engagés à un rythme inégal, et cela rend peu crédible une mise en œuvre rapide des outils de coopération. En effet, à l'heure actuelle, la plupart des conférences régionales du sport existantes s'emploient à s'installer, à définir leur fonctionnement interne et à se structurer. À l'exemple de l'Auvergne-Rhône-Alpes, beaucoup de conférences régionales vont sans doute se réunir pour la seconde fois dans les prochaines semaines, après leur séance inaugurale. Leurs présidents et vice-présidents s'attachent prioritairement à l'élaboration du règlement intérieur et à la formation de commissions thématiques. Ces questions d'organisation devraient occuper l'ordre du jour des prochains bureaux de ces instances créées. En conséquence, l'engagement des travaux nécessaires à l'élaboration d'un projet sportif territorial dans une échéance s'annonce plutôt lointaine. De nombreux acteurs rencontrés s'accordent à penser que les conférences régionales installées ne pourront être véritablement opérationnelles au mieux qu'à la rentrée de septembre 2021.
Certains d'entre eux estiment que la conception du diagnostic territorial et l'établissement des orientations du plan sportif régional exigeront de nombreux échanges que ne facilitent pas les visioconférences. C'est la raison pour laquelle les représentants à nouveau de la conférence Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, tablent sur l'élaboration d'une ébauche de projet sportif territorial, au mieux fin 2021. Par ailleurs, le nombre assez élevé de thématiques associées à la rédaction d'un projet sportif territorial, et ce dans un calendrier très restreint, risque d'aboutir à un travail insuffisamment approfondi. Pour nous, cela ne permettra pas d'échanger convenablement sur des sujets essentiels. En conséquence, le dispositif des conférences des financeurs présente un caractère encore très virtuel. Leur création ne devrait intervenir que dans le courant du premier semestre 2022. On le voit, l'installation différée des conférences régionales du sport compromet nécessairement le calendrier initial envisagé par l'Agence nationale du sport. Celui-ci prévoyait en effet que l'installation de ces conférences régionales devait s'achever à l'été 2021, avec pour objectif une élaboration des projets sportifs territoriaux d'ici la fin de cette même année. Certes, le décalage observé par rapport à cette planification idéale peut être largement imputé aux circonstances, mais l'installation différée de ces conférences régionales n'en comporte pas moins un écueil majeur, celui de priver la France d'un outil utile à la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Une proposition donc, il importe essentiel que l'ensemble des acteurs, singulièrement l'ARS et le ministère des Sports, favorisent l'installation et un fonctionnement pleinement opérationnel des dernières conférences régionales du sport, et ce, dans les meilleurs délais. Comme vous l'avez compris, il s'agissait de l'ANS et pas de l'ARS. Sur notre second constat est que la nouvelle gouvernance territoriale du sport reste à formaliser et à éprouver. Au terme de la mission, nous pouvons attester que ces nouvelles instances reçoivent, sur le principe, un accueil plutôt favorable, malgré quelques craintes et interrogations que nous allons préciser. À tout le moins, beaucoup d'acteurs reconnaissent l'intérêt de créer un espace de dialogue et de réflexion, d'écoute des besoins des territoires, afin de définir conjointement des actions plus près des besoins de la pratique sportive. Alors, cette aspiration se manifeste notamment au sein des mouvements sportifs et parmi les collectivités territoriales. Outre les responsables des comités olympiques, certains auditionnés ont en effet évoqué les insatisfactions que suscitait le fonctionnement du Centre national pour le développement du sport, l'ancien CNDS. Mais au-delà des attentes, nous avons aussi perçu des interrogations. En réalité, le devenir des conférences régionales du sport ainsi que des conférences régionales des financeurs dépendra étroitement des modus operandi et des rapports établis au gré des circonstances locales. De notre point de vue, il y a un premier préalable à lever. C'est celui de l'affectation au sein des services déconcentrés de l'État des moyens nécessaires à l'accompagnement des conférences régionales des sports. Ce besoin ressort très nettement des témoignages recueillis des acteurs du mouvement sportif dans la Manche et en Ariège. Nombre de nos interlocuteurs soulignent que le rôle que pouvaient jouer les services de la jeunesse et des sports dans la vie associative et les clubs sportifs, tant pour leur information et dans le soutien de leurs actions. Or, comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2021, ces services ont intégré la direction régionale académique de la jeunesse à l'engagement et au sport, les fameuses DRAGES. Au cours de son audition, le directeur des sports a formé le vœu que le rapprochement des services et la création d'un grand ministère intégré favorisent les synergies et démultiplient la portée des actions menées dans le cadre de la politique sportive de l'État. Mais il a également mis en exergue deux besoins dans la perspective d'une nouvelle gouvernance territoriale du sport. D'abord, il faut un renforcement des personnels affectés aux politiques du sport, de la jeunesse et de la vie associative, leur effectif ayant été, suivant ses propres mots, divisé par 2 en 10 ans. Ensuite, il importe de renouveler la capacité d'expertise des services départementaux afin de pouvoir répondre aux besoins spécifiques des territoires et accompagner leurs acteurs au plus près du terrain. Notre proposition, nous recommandons que dans la perspective de l'installation des conférences régionales du sport, les effectifs et la capacité d'expertise des personnels affectés aux politiques sportives puissent être renforcés
notamment au sein des services départementaux, soit par affectation, soit par recrutement de nouveaux agents. Il s'agit là d'une aspiration exprimée sur le terrain, mais aussi d'une nécessité objective, car il revient au DRAGES d'assurer le secrétariat des conférences régionales du sport. Un second préalable est de formaliser au plus vite le concours apporté par l'État au fonctionnement de la nouvelle gouvernance territoriale du sport. En leur qualité de délégués territoriaux, il incombe en effet aux préfets de région de conclure des conventions avec l'ANS afin d'établir les conditions dans lesquelles une partie des services préfectoraux peut être mise à sa disposition, je cite, pour l'exercice de ses missions territoriales. En outre, il revient aux représentants de l'État de déterminer les modalités de participation de l'agence aux travaux des conférences régionales du sport et des conférences des financeurs. Or, les conventions prévues n'ont pas encore été signées entre les préfets de région et les recteurs d'académie. De même, rien n'indique que les modalités de participation de l'ANS aux travaux des conférences aient été précisément définies. Une proposition donc, nous appelons le gouvernement à établir dans les meilleurs délais les conventions définissant les modalités et les moyens de participation des services de l'État au fonctionnement de ces conférences régionales du sport, ainsi qu'à l'exercice des missions territoriales de l'ANS. Au-delà, pour le bon fonctionnement de la nouvelle gouvernance territoriale du sport, nous attirons votre attention sur deux impératifs. Le premier de ces impératifs est d'apporter à l'équilibre institutionnel les précisions que requiert l'objectif d'une gouvernance partagée. Nous ne mésestimons pas la volonté d'engagement et de consensus qui a pu présider à l'installation des conférences régionales. Toutefois, on ne saurait préjuger de la capacité des acteurs à satisfaire deux exigences. Il faut d'abord garantir la représentativité des conférences et la participation de leurs membres à son fonctionnement. La durée d'exercice des fonctions de membre, de président ou de vice-président, soit 5 ans renouvelables une fois, ne semble pas trop prêter à débat. Si de nombreux responsables du mouvement sportif expriment une préférence pour un mandat correspondant à une Olympiade, beaucoup d'interlocuteurs reconnaissent au quinquennat de mérite. Cette durée équivaut à la moyenne des mandats électifs exercés en France et elle donne le temps nécessaire à la réalisation de projets d'envergure. Néanmoins, ainsi que l'ont révélé les responsables de la conférence régionale du sport d'Auvergne-Rhône-Alpes, le choix d'un mandat de 5 ans comporte actuellement des aléas pour la continuité des conférences régionales. Dès lors que le renouvellement de chaque collège intervient suivant une périodicité propre, rien n'interdit de penser que les travaux devraient reprendre sur une base nouvelle. À l'évidence, le problème concerne surtout le collège des collectivités territoriales et celui du mouvement sportif. Toutefois, les difficultés évoquées prennent aujourd'hui un relief exceptionnel pour une raison circonstancielle. L'installation des conférences régionales a été différée et elle va intervenir dans une séquence électorale chahutée par la crise sanitaire. Proposition, dans cette optique, nous jugeons nécessaire d'organiser une meilleure synchronisation des échéances de désignation au sein des conférences régionales du sport. Compte tenu du rôle et de la place des collectivités territoriales, il pourrait être expédient de favoriser un renouvellement des conférences régionales en fonction de la date des prochains scrutins locaux, singulièrement ceux intéressant le bloc communal. Oui, je sais. Alors, il importe de garantir la juste représentation des différents acteurs de la gouvernance territoriale du sport au sein des conférences régionales. Alors, de nos éditions, il ressort que la structuration en collège n'appelle aucune critique, à part peut-être des interrogations, qui ne peuvent être totalement écartées de mon point de vue, à propos de la place et du rôle des milieux économiques. L'ensemble des interlocuteurs conviennent cependant de l'intérêt d'une instance susceptible d'associer l'ensemble des parties prenantes à la définition et à la réalisation d'actions de soutien à la pratique sportive. En revanche, la composition des conférences régionales ne va pas de soi et inspire des réserves, voire des critiques. Certains observateurs déplorent l'absence de certaines personnes qualifiées, à l'exemple des parlementaires, ès-qualité, des représentants du sport scolaire, ou encore des membres de l'Association nationale des directeurs et intervenants d'installation et des services des sports, l'ANDIS. Par ailleurs, il a été remarqué qu'une représentation insuffisante des organisations syndicales au sein de l'Agence nationale du sport. Plus fondamentalement, nombre d'acteurs mettent en cause la répartition même des sièges entre les différentes parties prenantes des conférences régionales.
De fait, l'application du Code du sport aboutit à une représentation sensiblement différente en effectif et en proportion des collectivités territoriales et du mouvement sportif entre régions métropolitaines. Je l'avais souligné dans mon avis rendu sur les crédits de la mission sport, jeunesse et vie associative prévu dans le projet de loi de finances 2021, le décret du 20 octobre 2020 restreint drastiquement la représentation des territoires ruraux et des petites communes. Il s'agit là d'une conséquence des critères de désignation retenus qui modulent leur poids au sein des conférences régionales du sport et des conférences des financeurs en fonction de l'étendue des régions métropolitaines. Ces disparités affectent aussi la place du mouvement sportif. Suivant l'exemple de la Normandie et de l'Occitanie, son poids apparaît relativisé par le nombre de collectivités et des sièges attribués par principe au collège des milieux économiques. En réalité, le format et l'équilibre des conférences régionales reflètent les arbitrages inspirés par le Conseil d'État. Ces recommandations visaient notamment à conjurer le risque d'assemblées ingouvernables, à raison d'effectifs jugés pléthoriques. Mais d'après les éléments communiqués par l'ANS, l'effectif prévisionnel des conférences serait compris entre 33 membres en Guadeloupe et 73 membres en Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. L'élargissement de la composition des conférences régionales du sport ne nous paraît pas nécessairement souhaitable à ce stade, car il faut préserver la capacité des assemblées plénières à délibérer valablement. Néanmoins, les pouvoirs publics ne sauraient se satisfaire des disparités déjà observées dans la représentation des acteurs du sport. Rien n'interdit d'envisager la possibilité d'une évolution du recrutement des conférences régionales du sport au regard des spécificités et dynamiques locales qui se feraient jour. Nous préconisons une évaluation pertinente de la composition des conférences régionales du sport avant l'expiration des mandats en cours afin d'améliorer, si besoin, la représentativité de ces collèges, notamment en y incluant des représentants du sport scolaire. Dans la poursuite de ces mêmes objectifs, nous estimons que d'autres voies peuvent être explorées. La première consiste dans le cadre normatif en vigueur à user au mieux des procédures susceptibles d'associer les acteurs locaux aux travaux de la nouvelle gouvernance territoriale du sport. Nous faisons référence ici à la possibilité pour les présidents des conférences régionales du sport et des conférences des financeurs d'associer aux travaux tout expert ou toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l'élaboration du projet sportif territorial. La seconde voie implique d'approfondir l'organisation de la gouvernance territoriale du sport en lui offrant une assise plus locale. Pour le sport, comme pour d'autres politiques publiques, la région peut sans doute représenter l'échelon pertinent pour définir de grandes orientations stratégiques et organiser des mutualisations, mais à vouloir structurer le territoire national à cette échelle, on court le risque d'un éloignement des réalités et attentes plus quotidiennes. Les communes et les EPCI peuvent jouer un rôle éminent dans la coordination des ressources et des acteurs au plus près des lieux de pratique. Ce sont celles qui connaissent le mieux les besoins de chaque territoire. En conséquence, les communes et les EPCI doivent être les clés de voûte de l'organisation de la pratique sportive quotidienne et de proximité. Les conférences régionales pourraient exercer un rôle de coordination en rendant des avis sur la politique des équipements afin d'éviter la construction d'équipements identiques dans deux communes voisines plutôt qu'un équipement structurant commun. Dans cette optique, une planification sur le modèle des schémas de cohérence territoriale, les SCOT, représente une piste à explorer. Dans notre proposition, dans cette optique, c'est que nous prônons l'établissement à l'échelle infrarégionale ou intercommunale de conseils sportifs locaux chargés de l'élaboration d'un diagnostic, d'un plan sportif sur le modèle des conférences régionales. Par ailleurs, les processus décisionnels doivent être évalués et étoffés afin d'associer l'ensemble des acteurs locaux. Le Code du sport établit une pondération des droits de vote pour les deux actes essentiels que constituent l'adoption du projet territorial ou sa révision et l'avis sur la convention territoriale d'exercice concertée dans la compétence sport, adoptée par la conférence territoriale de l'action publique. Dans le cadre de ces procédures, le Code du sport accorde ainsi un poids différent aux différents collèges. Le collège des représentants de l'État, des collectivités territoriales et des EPCI, ainsi que celui du mouvement sportif,
possèdent chacun 30% des droits de vote. 10% de droits de vote vont alors au collège représentant les milieux économiques et les organisations professionnelles. Le président de la conférence régionale du sport dispose, lui, d'une voix prépondérante en cas de partage. Mais, pour le reste, les membres des conférences régionales du sport délibèrent à la majorité simple. Ce principe s'applique à l'établissement du règlement intérieur, à la constitution des commissions thématiques et à la création des conférences des financeurs. Compte tenu de la répartition des sièges, les textes tendent dès lors à conférer aux collectivités territoriales la possibilité d'exercer une influence déterminante sur les travaux. Nous estimons qu'un tel processus décisionnel ne crée pas de risque de paralysie. Il pourrait même inciter au consensus pour les projets sportifs territoriaux, puisque la pondération des voix accorde aux 3 principaux collèges une minorité de blocage. Toutefois, le bon fonctionnement de ce système suppose l'unité de chacune des parties prenantes, ce qui ne va pas de soi, dès lors que les procédures n'ont pas encore été éprouvées. Aussi, une proposition, il importe que les processus décisionnels des conférences régionales du sport et des conférences des financeurs soient évalués à l'issue de l'adoption des premiers plans sportifs territoriaux. Dans cette même optique, il importe de veiller à ce que le cadre réglementaire offre des garanties suffisantes pour un exercice démocratique des responsabilités au sein des conférences régionales et des conférences des financeurs. Sur un plan juridique, les dispositions applicables érigent un certain nombre de garde-fous. Je pense ici aux conditions d'élection de 2 vice-présidents ou à la représentation des 4 collèges au sein des commissions thématiques. En outre, les pouvoirs confiés au président des conférences régionales du sport ainsi qu'aux conférences des financeurs ne les mettent pas nécessairement en position d'exercer un rôle d'impulsion. Néanmoins, le Code du sport ne fixe pas précisément les conditions de fonctionnement de ces conférences en dehors de leurs réunions plénières. En l'état du dispositif, beaucoup dépendra du contenu des règlements intérieurs. Ainsi, rien ne détermine le champ des compétences respectives entre commissions thématiques et assemblées plénières. Tout donne à penser que, de manière assez naturelle, une répartition des tâches devra s'opérer entre, d'un côté, des instances accomplissant un travail technique et, de l'autre, une assemblée plénière détentrice par principe du pouvoir de décision et de contrôle. En effet, les effectifs de certaines assemblées rendent peu crédible la réalisation de travaux d'expertise en plénière. Il nous paraît toutefois nécessaire de préserver la capacité délibérative des collèges, sauf à transformer les assemblées plénières en chambres d'enregistrement. C'est pourquoi nous retenons 2 dispositions de nature à garantir la participation à l'ensemble du processus décisionnel. Première proposition, d'une part, nous préconisons de consacrer l'existence d'un bureau formé par des représentants de l'ensemble des collèges de ces conférences régionales et des conférences des financeurs. Cette mesure procède de l'idée qu'entre les 2 réunions annuelles prévues par les textes, la gouvernance ne doit pas reposer sur la seule équipe formée par le président et les vice-présidents. Certaines des conférences installées possèdent déjà ce genre d'instance et les témoignages que nous avons recueillis montrent l'importance des échanges qui s'y déroulent pour la mise en place de la nouvelle gouvernance territoriale du sport. Seconde proposition, nous jugeons nécessaire de préciser les règles de publicité autour des travaux et décisions de ces conférences régionales du sport, ainsi que celles des conférences des financeurs. En l'état, un tel principe ne vaut que pour les projets sportifs territoriaux. Le projet sportif territorial fait l'objet d'une transmission, en effet, à l'ANS et d'une publication. Cependant, le Code ne comporte aucune précision quant à ses modalités exactes. En outre, il ne prévoit aucune disposition en la matière pour ce qui est des avis et des actes des conférences des financeurs. Aussi, nous proposons de préciser le Code du sport sur les moyens pratiques susceptibles d'assurer une publicité en rapport avec les enjeux qui s'attachent aux projets sportifs territoriaux, au règlement intérieur, ainsi qu'aux avis rendus par les conférences des financeurs à propos des sujets qui leur sont soumis. Le second impératif est pour nous de donner consistance aux outils de planification et de financement. Cette nécessité impose d'abord, au regard de la multiplicité des instruments existants dans l'organisation des actions touchant à la compétence des sports, en conséquence des diverses lois de décentralisation. Surtout, un constat doit nous alerter. Manifestement,
Les acteurs de terrain peinent aujourd'hui à s'approprier le nouveau dispositif. Nos auditions dans la Manche et dans l'Ariège mettent en lumière deux écueils. Le premier problème résulte du déficit d'information à propos des nouvelles instances et de leur mission. De manière générale, les personnes auditionnées dans nos départements respectifs ne connaissent pas l'existence des conférences régionales du sport et des conférences des financeurs. Certains ignorent même que l'ANS remplace depuis avril 2019 le CNDS. Cette difficulté paraît affecter aussi bien les associations sportives que les responsables de certaines collectivités territoriales. Le second problème touche à la complexité même des procédures, en particulier pour le financement des projets relatifs au développement de la pratique sportive. L'ensemble des personnes auditionnées mettent en cause la lourdeur des formalités à accomplir, compte tenu de la complexité des dossiers de demande et de la diversité des organismes auxquels il convient de s'adresser. La répartition des compétences entre l'ANS et les services déconcentrés de l'État et entre les collectivités territoriales apparaît illisible à beaucoup. Ce sentiment de complexité peut s'expliquer en partie par l'impact des réorganisations en cours au sein des services déconcentrés, les milieux associatifs étant attachés à une stabilité de procédure et des habitudes de travail avec des interlocuteurs bien identifiés. Or, dans ces localités, les rapports avec les services de l'État se raréfient, voire même deviennent inexistants, ce qui constitue un motif de difficulté et de souffrance pour les petits clubs sportifs, ainsi que pour les élus locaux. Au-delà, nos travaux fournissent une nouvelle illustration du clivage qui sépare très nettement deux catégories d'acteurs du mouvement sportif. Il y a d'un côté des associations et des clubs sportifs disposant de salariés et d'une capacité d'expertise et de veille, ce qui leur donne des moyens de recueillir les informations utiles et de tirer parti des procédures de subvention. Et il y a de l'autre des structures plus modestes dont le fonctionnement repose sur les bénévoles qui souvent renoncent à solliciter certains dispositifs faute de connaissance de temps et de moyens. Bertrand, tu peux couper ton micro, s'il te plaît, si jamais, parce que voilà, j'entends. La complexité est une source de difficulté, voire de souffrance pour les petites associations. C'est pourquoi nous insistons sur l'absolue nécessité d'un renforcement de la capacité de veille et d'expertise des associations et des clubs sportifs, soit par le biais d'une information régulière assurée par les fédérations sportives, l'ANS et les services de l'État, soit par un soutien au développement de l'emploi associatif salarié. La réalisation de cet objectif peut impliquer d'actionner de différents leviers, tels que le développement des emplois FONGEP ou le développement de services civiques. Il convient également d'appuyer les initiatives prises par l'ANS, les services de l'État, les fédérations et les ligues afin d'organiser une véritable pédagogie autour des conférences régionales du sport. Enfin, l'inégalité des armes devant les procédures administratives pourrait justifier que les pouvoirs publics travaillent à l'établissement de groupements d'employeurs. Notre proposition, dans la lignée de ce que nous ont demandé à plusieurs reprises les responsables des clubs sportifs locaux, nous appelons également à la mise en forme d'un guichet unique afin de faciliter les démarches et les demandes de subventions. Outre ce soutien, il nous faut préciser l'objet et les finalités des projets sportifs territoriaux, ainsi que des conférences des financeurs. En premier lieu, il importe de faire des projets sportifs territoriaux un outil d'évaluation et de planification pertinent au regard des besoins locaux. Le Code du sport tend à harmoniser les règles qui président à l'élaboration des projets sportifs territoriaux. Dans ce cadre, je rappelle que l'élaboration des projets sportifs territoriaux doivent donner lieu au préalable à un diagnostic. Celui-ci consiste en un bilan de l'offre sportive existante sur le territoire régional, avec notamment pour objectif d'identifier d'éventuels déficits territoriaux, ainsi que des publics qui ne peuvent accéder à la pratique sportive. Le Code du sport précise en outre que les plans sportifs territoriaux doivent contenir, d'une part, un programme comportant les mesures et les actions à mettre en œuvre, et d'autre part, l'énoncé des modalités de suivi du programme d'action. La révision de ces plans sportifs doit intervenir dans les 6 mois précédant leur expiration. À défaut, les plans peuvent être prorogés pour une durée maximum de 12 mois. Manifestement, il existe un débat sur le champ couvert par les projets sportifs territoriaux et leur finalité. En l'état,
l'article L112-14 du Code du sport comporte l'énoncé de 8 thématiques dont le législateur a souhaité que les conférences régionales se saisissent. Nous ne les rappellerons pas ici, mais il convient de souligner que cette liste revêt un caractère indicatif et non limitatif. Au dire de l'ensemble des acteurs de terrain auditionnés, les thèmes retenus par le législateur semblent permettre d'embrasser l'ensemble des problématiques et des enjeux relatifs au développement de la pratique sportive. En revanche, les avis divergent quant à la place qu'ils peuvent et doivent occuper dans les projets sportifs territoriaux. D'un côté, nombre d'acteurs rencontrés nous ont exprimé leurs doutes quant à une accumulation de thèmes qui, pour certains, s'assimile à une liste à la Prévert. À l'instar des représentants de la conférence régionale installée en Auvergne-Rhône-Alpes, ils s'inquiètent de la capacité des nouvelles instances à aborder l'ensemble des sujets visés. D'ailleurs, dans les faits, les premières conférences régionales installées semblent se concentrer sur seulement 3 ou 4 sujets pour l'élaboration de leurs premiers plans sportifs territoriaux. D'un autre côté, nous avons recueilli des propositions tendant à compléter les mentions du Code du sport. Plusieurs élus ou membres du mouvement sportif plaident en faveur de l'inscription d'items relatifs à l'aide à la formation au métier du sport et à l'emploi, ou au sport scolaire, et au lien entre le sport et l'écologie. Certains acteurs souhaitent qu'une attention soit expressément portée à la ruralité, ou que la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 entre dans le champ des projets sportifs territoriaux. Comme vous le savez, la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France que nous venons d'examiner tend à l'ajout de nouvelles thématiques. Il s'agit de savoirs sportifs fondamentaux, du sport santé, de l'intégration sociale professionnelle par le sport, de la promotion de l'inclusion et du développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers liés à l'identité de genre des personnes. Se prononcer sur l'opportunité de ces compléments ne va pas de soi. La problématique du sport santé paraît être le seul thème à recueillir une unanimité car l'ensemble des acteurs identifient son développement comme un véritable enjeu de société. C'est pourquoi nous proposons qu'au terme de la première génération de projets sportifs territoriaux, la pertinence des items inscrits dans le Code du sport soit mesurée en examinant la manière dont les conférences régionales s'en sont comparées. Cela étant, il convient de ne pas imputer aux conférences régionales du sport des responsabilités qui, par nature, relèvent du ministère des Sports, voire de l'ANS. On peut ainsi se demander si les projets sportifs territoriaux offrent un cadre approprié afin de traiter les questions relatives au sport professionnel. Du reste, la multiplication des objectifs ne favorise pas une cohérence des actions et à l'échelle d'une grande région. La conciliation des spécificités territoriales représente un exercice difficile. Notre proposition, pour une bonne application de la loi, nous proposons de remanier le Code du sport afin de distinguer sur les modèles des compétences des EPCI, des items obligatoires, des items optionnels et des items facultatifs. La première catégorie contiendrait les objectifs fondamentaux et généraux que doivent appréhender les projets sportifs territoriaux. Les items optionnels correspondraient aux problématiques qui concernent des territoires présentant des mêmes caractéristiques, par exemple les territoires ruraux ou ceux de la politique de la ville. Les items facultatifs, quant à eux, pourraient porter sur des questions relevant de l'État, par exemple en rapport avec l'éthique, dont les conférences régionales pourraient vouloir s'emparer. En second lieu, et pour finir, l'organisation des conférences des financeurs doit permettre de construire efficacement des partenariats opérationnels. Par leur organisation et leurs procédures, les conférences des financeurs reposent sur le principe de l'appel à projet ou de l'appel à contribution. Comme nous l'avons indiqué, les conférences interviennent préalablement à la conclusion des contrats pluriannuels d'orientation et de financement. Aucune disposition du Code du sport ne définit le contenu des contrats pluriannuels. Dans une certaine mesure, nous pensons qu'un tel dispositif présente de l'avantage et de la souplesse. Et l'établissement de contrats pluriannuels constitue un gage de prévisibilité pour une coopération de moyen terme. Cela étant,
rien ne garantit que les conférences des financeurs apportent quelque chose de supplémentaire par rapport aux conditions actuelles de financement des politiques sportives. Ainsi, la plupart des personnes auditionnées s'interrogent quant à leur impact sur le soutien à la pratique sportive et à la vie associative. À l'instar de Virgile Caillé, délégué général de l'Union Sport et Cycle, certains acteurs de l'économie du sport nous alertent sur le risque d'un empilement de structures susceptibles d'aboutir à la création d'une usine à gaz. En l'état des textes, nous avons identifié des inconnues significatives qui ne permettent pas de trancher en faveur de l'efficacité des conférences. La première incertitude touche à l'étendue du pouvoir d'intervention des conférences des financeurs. Ainsi, le Code du sport leur laisse le soin de définir les seuils de financement à partir desquels elles examinent les projets d'investissement et les projets de fonctionnement qui leur sont soumis. La seconde incertitude porte sur l'objet même des conférences. En effet, le Code du sport ménage la possibilité de créer une ou plusieurs instances de ce type. Il ne détermine pas leurs échelons de compétences. Par ailleurs, le Code évoque sans autre précision des projets d'investissement ou de fonctionnement. De ce fait, les conférences des financeurs peuvent être considérées comme des outils à géométrie variable. Leur objet peut donner lieu à interprétation, parfois au sein même du mouvement sportif. Plusieurs acteurs semblent ainsi envisager la création de conférences spécialisées afin de financer des actions circonscrites à une discipline ou une pratique sportive, un équipement, voire l'organisation d'événements. D'autres penchent plutôt vers l'établissement de dispositifs sur un critère géographique. Nous privilégions l'organisation de conférences des financeurs à l'échelle d'un ressort territorial. La région, à nos yeux, ne peut être considérée comme l'échelle nécessairement pertinente. L'échelon régional se prête davantage à l'établissement d'une programmation, des équipements structurants. En revanche, l'éloignement qu'il génère, en particulier sur des exemples ou des ensembles aussi vastes que l'Occitanie, ne permet pas d'appréhender les besoins locaux. D'où cette proposition. Dans cette optique, nous jugeons nécessaire de favoriser la création de conférences des financeurs à l'échelle départementale, voire infradépartementale. La mutualisation des ressources pourrait être particulièrement efficace au niveau intercommunal, pour autant que les EPCI correspondent bien à un bassin de pratique sportive. Au-delà, une autre proposition que nous faisons, nous proposons donc de renforcer les dispositions du Code du sport permettant d'évaluer la réalisation des engagements pris dans le cadre des contrats pluriannuels d'orientation et de financement par l'établissement d'indicateurs tangibles. La coopération renforcée, favorisée par les conférences des financeurs, ne saurait conduire à méconnaître une réalité. Leur création ne signifie pas une mise en commun des ressources de l'ensemble des acteurs des conférences. Le Code du sport spécifie bien que les membres conservent la libre disposition des moyens qu'ils peuvent affecter à la réalisation d'un projet et réaffirme le principe de l'annualité budgétaire. En conséquence, nous devons insister sur un point. Les conférences régionales du sport et les conférences des financeurs n'offrent pas un cadre de gestion des crédits de l'Agence nationale du sport. Dès lors, nous estimons que la publicité organisée autour de la réalisation des engagements pourrait agir comme un aiguillon. À cet effet, nous préconisons l'élaboration de critères d'évaluation permettant de rendre compte des progrès accomplis dans le développement de la pratique sportive ou le maillage territorial en équipement répondant aux besoins de la population. Il est tout aussi important d'assurer une transparence des financements accordés de notre point de vue. Une telle démarche pourrait conduire à mesurer les ressources apportées aux localités périphériques, aux zones rurales et aux sports amateurs. Il s'agit là de conjurer le risque d'une marginalisation ou encore d'une captation au profit des grands équipements, des disciplines médiatisées ou des métropoles dont beaucoup de nos interlocuteurs dans la Manche et en Ariège ont montré le danger. Au cours de nos auditions, de nombreux clubs sportifs locaux ont déploré des équipements sportifs vétustes ou tout simplement en absence d'installation et de ressources. De fait, de nombreuses collectivités territoriales n'ont plus les moyens d'investir alors que la nouvelle gouvernance territoriale ne produit pas encore d'effet. Il faudra répondre à ces attentes. Nous vous remercions de votre attention.